il est de ces idées assez convenues que faire travailler des enfants en groupe, c'est une bonne chose, hein, c'est stimulant, ça favorise les apprentissages, la coopération, à minima, ça amène au moins une dimension un peu ludique. Mais est-ce vraiment le cas? Avez-vous finalement déjà investigué? Vous êtes-vous déjà posé des questions sur les réels effets d'être en présence d'autrui? Est-ce qu'être en groupe facilite la performance? Arriverait-on à mieux résoudre un problème lorsqu'on est isolé ou face à un public? Va-t-on réaliser une tâche plus rapidement seul ou entouré de camarades réalisant également la même tâche? Eh bien, de nombreuses recherches ont déjà répondu à ces questions. C'est d'ailleurs tout le domaine de ce qu'on appelle la facilitation sociale. Voyons ça ensemble. La facilitation sociale renvoie à la question de savoir s'il vaut mieux travailler seul ou en groupe. D'autres, à côté de nous, entravent-ils notre production, nos actions, nos performances, ou à l'inverse, la facilitent-ils? Triplett, en 1898, tentait de trouver les moyens d'améliorer les performances motrices des individus. On avait déjà établi, par exemple, qu'un coureur cycliste solitaire, qui doit faire une course contre la montre, aura des performances moindres que celles d'un autre cycliste accompagné d'autres cyclistes. D'où l'idée du lièvre, par exemple. Eh bien, au lieu d'utiliser des coureurs cyclistes, Triplett a demandé à des enfants d'enrouler le plus vite possible des moulinets de canne à pêche. Il y avait là deux conditions expérimentales. Soit l'enfant est seul, soit ils sont deux. Les résultats furent sans appel. Les performances étaient supérieures quand ils étaient deux. Selon Alport, en 1924, ce phénomène de facilitation sociale serait dû à deux facteurs. Un, la vue des mouvements d'autrui qui accroîtrait nos mouvements, un peu par mimétisme ou par exemple. Deux, il y aurait l'activation d'un phénomène de rivalité et de compétition en situation de coaction. D'autres expériences ont également prouvé que ce n'était pas spécifique aux hommes, mais également chez les animaux. On s'est ensuite posé la question de savoir si l'autre devait être actif. Est-ce qu'un spectateur passif entraînerait des effets similaires, ce qu'on appelle un effet d'audience? Neumann, en 1904, a testé cette hypothèse et a demandé à des participants de réaliser des tâches musculaires jusqu'à la limite de leurs possibilités physiques. Par exemple, ils devaient soulever un poids avec leurs doigts et essayer de tenir le plus longtemps possible. Il y avait deux conditions. Soit il était seul, soit avec une autre personne à côté, mais complètement passive. Résultat, il y avait de meilleures performances en présence d'autrui. Alors, jusque-là, la majorité d'entre vous trouvera ça logique. Même si vous n'étiez peut-être pas au courant des expériences, finalement, ça n'apporte rien de nouveau. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Sous certaines conditions, il se produit même l'effet inverse. Par exemple, en situation d'audience, donc de public ou de coaction, des participants vont résoudre davantage de problèmes en mathématiques, mais font plus d'erreurs. Alors attention que quand je parle de coaction, ça ne veut pas dire travailler en collaboration, comme on dirait travailler de groupe, faire un même exercice ensemble. Ça veut dire travailler avec l'autre à côté de moi, qui réalise la même tâche en même temps que moi. Et c'est là qu'en tant qu'enseignant, ça va nous intéresser. Car dans certaines situations, la présence d'autrui améliore les performances. Et dans d'autres, elle les détériore. Ouais, mais ce serait bien de savoir dans quelles conditions. Ce serait peut-être intéressant de le savoir quand on veut faire travailler des enfants en même temps. Eh bien, c'est Zajong, un psychologue américain, qui a répondu à cette question. Pour ce faire, il va introduire une distinction entre deux types de réponses. Les réponses dominantes et les réponses subordonnées. Alors, la notion de réponse dominante, ça peut être défini comme la réponse qui est la plus susceptible d'apparaître dans une situation déterminée par rapport à une réponse subordonnée. Alors, je vous explique. Certaines réponses ont un taux d'apparition supérieur par rapport aux autres. Par exemple,
Si on demande à un groupe de personnes d'effectuer une série de calculs du niveau 2 fois 3, vous aurez plus de réponses dominantes que si vous leur donnez une série avec des calculs de niveau 89 fois 67. Des tâches simples invitent des réponses dominantes, tandis que des tâches complexes amènent des réponses subordonnées. On y reviendra tout à l'heure. Zajonc a donc créé un modèle qui nous apprend ceci, à retenir par cœur. L'audience et la coaction gênent l'acquisition, mais facilitent la performance. Alors, je vous la refais en mode enseignant. Faire travailler et faire agir les élèves en présence d'autres, qu'ils soient actifs ou passifs, va gêner l'acquisition des apprentissages, mais va faciliter leur performance. Alors, pratiquement, comment ça se traduit en classe? Eh bien, pour bien comprendre cela, je vais d'abord vous expliquer l'expérience que Zajonc a réalisée pour tester son modèle. Il l'a faite sur des cafards et a étudié leur comportement face à la lumière. La réponse dominante d'un cafard face à la lumière est de s'en éloigner le plus vite possible. Eh bien, il va calculer le temps nécessaire à un cafard qui sera placé dans un tube pour atteindre une petite boîte noire. Pour cela, il va manipuler 3 variables. Première variable, la complexité de la tâche. Soit le cafard se trouvera dans un tube menant tout droit à la petite boîte noire, où il pourra se réfugier direct, soit il y aura plusieurs chemins, un peu comme un petit labyrinthe si vous voulez. La deuxième variable, c'est seul ou en couple. Là, l'image, elle part d'elle-même. Enfin, la troisième variable est l'audience, autrement dit la présence ou non d'un public visible. Alors, quels sont les résultats obtenus? Eh bien, en couple, en coaction, et lorsque le tube est transparent, donc quand il y a une audience, il y a une meilleure performance dans la tâche simple, mais une détérioration dans la tâche complexe. Et dans la tâche complexe, il y a des meilleures performances quand ils sont seuls par rapport aux conditions d'audience et de coaction. C'est donc la confirmation de l'hypothèse de Zajonc. Alors, maintenant qu'on sait ça, pratiquement, comment ça se traduit en classe? Finalement, c'est pour ça qu'on est là. Comment peut-on utiliser ça? Eh bien, vous l'aurez compris, il faudra d'abord vous demander si votre activité amènera des réponses dominantes, auquel cas la performance pourra être facilitée par la coaction, ou à l'inverse, si vous ciblez l'acquisition. Je vous donne un exemple. Vous décidez de revoir quotidiennement les tables de multiplication en classe. Elles sont connues par vos élèves, mais vous jugez qu'ils doivent continuer à pratiquer pour les maîtriser encore mieux. Une série de tables de multiplication va logiquement apporter une majorité de réponses dominantes. Les élèves vont donc pouvoir réaliser cette activité tous en même temps. Et ça ira très vite car la performance sera grande. Chacun aura envie, par exemple, de ne pas être trop en retard pour son voisin. C'est là qu'on va pouvoir utiliser le modèle de Zajonc. Par contre, à un autre moment de la journée, vous voulez leur donner des défis assez complexes à réaliser seuls. C'est une matière assez nouvelle, plusieurs font des erreurs, vous aurez donc une majorité de réponses subordonnées. Si vous les faites travailler en coaction, les acquisitions ne seront donc pas optimum, on le sait maintenant. Alors que faire, tout simplement? Eh bien, ne faites pas travailler 2 voisins à la même chose. Proposez-leur 2 tâches différentes. Ils peuvent aussi, par exemple, se créer une bulle avec des classeurs sur les côtés, ou un casque anti-bruit même, pourquoi pas, ça commence à se faire dans certaines écoles. Si vous en avez la possibilité, au niveau de l'espace classe, au niveau du bâtiment, vous pouvez aussi isoler certains élèves qui en auraient plus besoin, juste le temps nécessaire à l'activité. En résumé, si vous voulez commencer par quelque chose, dites-vous bien ceci, ce petit truc tout bête. Vos élèves feront moins d'erreurs et ou comprendront mieux une activité si son voisin ne réalise pas la même. Et qu'il soit bien au courant aussi qu'ils ne doivent pas finir en même temps que lui, évidemment. Et c'est pas obligé d'être 2 feuilles en même temps, Un qui calcule et l'autre il lit. Si vous faites des temps de lecture plaisir en classe, par exemple, eh bien faites-le en demi-groupe classe, même sur 2 jours. Pendant que certains lisent, les autres travaillent, un exercice, une feuille, et le lendemain, ce sera l'inverse. Alors je sais que naturellement, on ne le ferait pas, on trouverait ça bizarre. Mais en fait, vous avez compris, c'est la meilleure façon de faire.
Voilà, si vous avez besoin d'aide, de formation, de conseils pour vous, pour votre équipe d'enseignants, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont dans la description. D'ici là, à bientôt.